Il y a l'Iran qui rompt tout lien avec l'Agence internationale de l'énergie atomique suite aux frappes israélo-américaines. L'Agence internationale de l'énergie atomique a facilité l'agression du 13 juin en fournissant à Israël des informations stratégiques sur l'Iran. On n'est pas en capacité de dire qu'il existe donc un effort direct vers la fabrication d'une arme nucléaire. Dans le cadre de l'accord signé en 2015 avec l'administration Obama, l'Iran avait pourtant accepté d'ouvrir entièrement ses installations nucléaires aux inspecteurs de l'AIEA. Ces derniers y avaient collecté une grande quantité de données, incluant des photos, des relevés techniques et des documents internes. Voici une preuve supplémentaire qui montre que travailler en collaboration avec ces gars, c'est simplement mettre le loup parmi vous, littéralement, puisqu'ils vont profiter de tous les moyens pour avoir un avantage sur vous. Face à cette crise, c'est l'Iran qui met en garde maintenant les autres pays visés par les puissances occidentales. Et l'Iran conseille à tous les autres pays de sérieusement réfléchir avant de laisser les agences internationales accéder à leurs données sensibles. Parce que, malgré leur prétendue neutralité, toutes ces institutions sans exception sont des relais discrets des puissances hostiles. Une fois qu'ils vont collecter les informations, rien ne garantit qu'ils ne vont pas par la suite utiliser ça contre vous. Il ne serait pas déraisonnable que d'autres pays non alignés à l'Occident adoptent donc la même posture que celle de l'Iran, en se tenant à distance des structures prétendument neutres qui dans les faits agissent au service des puissances occidentales et uniquement dans l'intérêt des puissances occidentales. Donc, face aux récentes attaques ciblant les infrastructures nucléaires, l'Iran a officiellement cessé toute collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette rupture a été entérinée par un décret présidentiel signé le 2 juillet 2025 par le chef de l'État, conformément à une loi votée par le Parlement le 25 juin 2025 et approuvée dans la foulée par le Conseil des gardiens de la Constitution. La nouvelle législation interdit désormais l'entrée des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le sol iranien. Et cette interdiction va rester en vigueur tant que les autorités iraniennes vont juger que leurs installations nucléaires ne sont pas suffisamment protégées. Le vice-président du Parlement, Hamid Reza, a confirmé cette posture, précisant que le directeur de l'Agence de l'énergie atomique, qui s'appelle Raphaël Grossi, ne sera plus autorisé à visiter les sites iraniens ni à y installer des dispositifs de surveillance quelconques. Rien. Cette décision intervient donc dans le sillage du conflit qui opposait Téhéran à Tel Aviv pendant 12 jours, c'est-à-dire à partir du 13 juin jusqu'à ce que ça s'arrête. Israël avait lancé des frappes sur plusieurs sites sensibles, notamment Fordo, Natanz et Ispahan. Et quelques jours plus tard, le 22 juin, les États-Unis ont bombardé ces trois mêmes installations nucléaires iraniennes. En représailles, l'Iran a frappé dès le lendemain, donc le 23, la base militaire américaine d'Al Usaid au Qatar. Ce n'est qu'après cet échange de frappes que les deux camps ont annoncé un cessez-le-feu. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a ouvertement critiqué l'attitude de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les accusant de couvrir les agissements d'Israël. Il a donc fait comprendre qu'aucun dialogue ne pourra reprendre tant que la sécurité du programme nucléaire national de l'Iran ainsi que celle des scientifiques iraniens ne sera pas totalement assurée. Malgré cette rupture, les responsables iraniens laissent la porte ouverte. Avant de continuer, un message important. En Afrique, nous ne voulons plus la mentalité de corruption que certains anciens propagent aux nouvelles générations. On doit stopper ce système qui montre aux jeunes que le vol et la corruption donnent la gloire, alors que l'honnêteté donne la misère. Nous devons renforcer l'intégrité des jeunes face à de telles tentations. La meilleure façon d'éveiller une personne, c'est par l'expérience directe. C'est pourquoi Kiro Games a créé la République virtuelle du Mboa. C'est un jeu vidéo mobile où chaque joueur sera membre d'un gouvernement et où nos choix collectifs auront un incident sur le pays. Imaginez 50 joueurs qui forment un gouvernement d'une ville. Ils reçoivent un projet de barrage électrique. S'ils détournent de l'argent, tous subiront des coupures d'électricité. Mais s'ils restent intègres, c'est toute la communauté qui prospère avec une distribution de l'électricité fiable et abordable. Les joueurs testeront leurs choix égoïstes ou alors collectifs et comprendront clairement qu'à long terme, la corruption mène toujours à la ruine et que seule l'intégrité collective construit une communauté solide. Pour rendre l'expérience attractive, nous utilisons de l'humour. Comme dans l'émission Les Guignols ou encore la série South Park, au Mboa, les joueurs vont s'amuser mais apprendre subtilement les notions de leadership et de vérité derrière la parodie. La meilleure façon d'apprendre, c'est en jouant. Pour financer le projet innovant, Kiro Games a lancé une campagne de précommande et de sponsors VIP.
Si le projet vous parle, si vous vous battez pour changer les mentalités autour de vous, rejoignez le projet comme sponsor de cette expérience à partir de 2 € ou 1000 francs CFA. Aidez à améliorer les choses. Je vous laisse tous les liens en description. Revenons au sujet. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que la coopération pourrait reprendre si l'agence internationale se montre impartiale et respecte ses engagements. Même tonalité chez l'ambassadeur iranien à l'ONU. Il évoque une possible reprise du dialogue dans un cadre équitable. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique, par la voix de son porte-parole Frédéric Sdal, a indiqué qu'elle avait pris connaissance de ces annonces via les médias. Donc elle attend simplement la notification officielle de la part des autorités iraniennes. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique avait auparavant affirmé ne pas avoir identifié de preuves qui indiquaient la volonté de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Toutefois, son silence face aux frappes israélo-américaines a nourri la méfiance. Et a raison. Le ministre iranien des Affaires étrangères a rejeté la demande formulée par Raphaël Grossi concernant donc l'inspection des sites récemment bombardés. Abbas Araghchi a exprimé sur son Twitter son inquiétude. Il a dit, je cite, « L'acharnement de Raphaël Grossi à vouloir visiter ces sites est non seulement incompréhensible, mais pourrait aussi dissimuler des arrière-pensées suspectes. » Téhéran reproche également à Grossi la publication d'un rapport ambigu sur son programme nucléaire, dans le programme nucléaire iranien. Rapport diffusé quelques heures avant l'offensive israélienne, le 13 juin. Durant le conflit, Grossi avait pourtant affirmé qu'il ne dispose d'aucune preuve indiquant que le programme iranien avait une visée militaire. De son côté, l'Iran, qui insiste sur son droit de souveraineté à développer un programme nucléaire civil, nie fermement vouloir fabriquer une bombe atomique. Des négociations avaient été entamées avec les États-Unis autour d'un nouvel accord en échange d'un allègement des sanctions économiques. En 2015, il y avait déjà un accord qui avait été signé entre l'Iran et les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne. On les appelait le groupe 5+1. Cet accord limitait l'enrichissement de l'uranium à 3,67%. Mais en 2018, ce sont toujours les États-Unis sous Donald Trump qui se sont retirés unilatéralement de cet accord, rétablissant les sanctions. Le groupe E3, France, Royaume-Uni, Allemagne, n'a non seulement pas respecté ses engagements malgré les protestations verbales, y compris dans le cadre du mécanisme financier Instex, qui ne donna lieu qu'à une seule transaction. Face à cela, l'Iran a repris en 2021 l'enrichissement de l'uranium atteignant les 60%, tout en maintenant un accès aux inspecteurs de l'AIEA. Aujourd'hui, le temps est beaucoup plus dur. Raphaël Grossi n'est plus le bienvenu sur le sol iranien. Il ne pourra plus inspecter ni installer des caméras dans leurs infrastructures nucléaires. C'est ce qu'affirme Hamid Zira Ajibabei. Dans le même temps, le climat s'est tendu à Londres, où l'ambassadeur iranien Ali Moussavi a eu un échange musclé avec des parlementaires britanniques. Il a tenu à rappeler que l'Iran est un État souverain et non un régime, avertissant que si les intérêts fondamentaux de leur pays étaient menacés, le pays se réserve le droit de se retirer du traité de non-prolifération nucléaire, comme le lui permet l'article 10. Malgré les déclarations de victoire concernant la destruction du programme nucléaire iranien, Israël a de nouveau accusé Téhéran de chercher à se doter de l'arme nucléaire. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a déclaré sur X que la communauté internationale a désormais le devoir d'empêcher le régime le plus extrême du monde, ce n'est pas eux, ce sont les autres, d'acquérir l'arme la plus destructrice du monde. Ils ont aussi eu le toupet d'accuser l'Iran de continuer à tromper les instances internationales et de bloquer toute tentative de supervision effective de son programme. Ces accusations sont paradoxales dans la mesure où Israël, qui accuse les autres de ne pas permettre la surveillance, Israël qui dit que telle personne refuse l'inspection de ses installations, eux-mêmes refusent l'inspection de leurs installations et reste la seule puissance nucléaire déclarée qui est non signataire du traité de non-prolifération au Moyen-Orient. Vous réalisez l'absurdité du truc? C'est-à-dire, c'est un peu comme si c'est un voleur qui crie au voleur. À l'issue du cessez-le-feu, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité d'une victoire historique parce qu'il fallait bien qu'il masque son échec. Il a affirmé que son pays avait détruit le projet nucléaire iranien et il a promis que toute tentative de relance de ce programme serait confrontée à une riposte immédiate et déterminée. On est bien curieux de voir ça. Déjà que vous n'avez pas pu arrêter les missiles. Jusqu'à il a dit, je répète, l'Iran n'aura jamais la bombe nucléaire. Il a martelé ça dans son discours.
Il va voir. Et on s'interrogeait sur le sens des déclarations du président américain hier soir, qui dans un élan et un jeu de questions-réponses avec les journalistes est allé loin dans la menace, n'excluant pas de bombarder à nouveau l'Iran et s'adressant presque directement à l'ayatollah Khamenei, vous vous êtes pris une raclée du Donald Trump dans le texte relativement imprévisible, avec une question aussi en suspens, peut-être la plus grande question qui demeure à la suite de ces frappes américaines. Certes, il y a toujours des doutes autour de l'état exact des sites nucléaires iraniens, mais ces derniers jours, c'est surtout ce qu'il est advenu des stocks d'uranium enrichi à des niveaux proches de la militarisation qui interroge énormément. On continue d'en parler avec mes invités, mais Brandon Warrett, vous nous avez rejoint. Qu'en est-il exactement ? Qu'a-t-on comme information récente quant à ces un peu plus de 400 kilos d'uranium iranien ? Bonjour Marie. Eh bien, effectivement, il y a une question qui se pose depuis plus d'une semaine. Où se trouve ce stock d'uranium ? A-t-il été déplacé ? A-t-il été détruit ? Vous le voyez, ces évaluations encore aujourd'hui. Alors, Donald Trump, lui, l'a répété jeudi sur son réseau social. Il dit ceci, rien n'a été retiré de l'installation. Cela prendrait trop de temps, ce serait trop dangereux et très lourd et difficile à déplacer. Alors, il y a différentes sources, notamment du Pentagone, qui sont citées, qui nous indiquent que ce site aurait été déplacé. Alors, du côté de l'AIEA, de Raphaël Grossi, il l'a encore dit cette semaine sur notre antenne avec Darius Rochebin, on est plutôt dans le flou, on cherche surtout à faire des constatations directement sur le terrain. Vous l'imaginez, pour l'instant, c'est porte fermée du côté des autorités iraniennes. Un porte-parole qui disait encore il y a quelques jours, ce ne sont pas vos affaires. Alors, vous le voyez, cet uranium enrichi aurait été retiré, déplacé vers un autre site. Alors, si on suit cette hypothèse d'un déplacement de cet uranium, où pourrait-il se trouver aujourd'hui ? Peut-être vers ce 4e et nouveau site, un site qui était encore secret il y a quelques semaines, qui n'est plus vraiment. Alors, on se situe ici au nord de l'usine de Natanz. Nous sommes à plusieurs centaines de kilomètres au sud de la capitale iranienne, Téhéran. En dessous de ce mont de la Pioche, c'est une montagne qui culmine à 1600 mètres d'altitude. Il y a eu un rapport de l'ISIS, il y a plusieurs semaines, au mois d'avril, qui nous dit que ce site est beaucoup plus grand, beaucoup plus profondément enterré et surtout beaucoup mieux protégé que des sites comme Natanz, Fordo ou encore Ispahan. Et là, vous voyez cette image satellite du mois d'avril. On voit la construction d'une nouvelle zone de protection autour de ce site avec des tunnels, des portes d'entrée autour donc de l'entrée de ce 4e site. Alors, le 19 juin dernier, 2 jours avant les frappes américaines sur le site de Fordo. Regardez, par exemple, on voit bien sur cette gauche, ces véhicules. Nous sommes là devant l'entrée du site de Fordo, 16 camions et bulldozers qui sont autour de ce site. Quelques heures plus tard, le lendemain toujours, vous le voyez, on a ce déplacement de bulldozers et de camions en file indienne. Alors, quel est le contenant justement de ce genre de véhicule ? On ne sait pas, probablement des centrifugeuses, mais c'est intéressant de regarder ce que nous dit notamment du côté du porte-parole, notamment de l'organisation iranienne du nucléaire. L'hypothèse du régime de produire toujours plus d'uranium est bien réelle. Il nous dit que notre industrie nucléaire est ancrée dans notre pays. Ses racines ne peuvent être détruites. Du côté de Raphaël Grossi, encore au mois d'avril, il disait ceci à propos de ce site qui était encore secret. Il est évident que ce lieu abrite de nombreuses et importantes activités liées au programme nucléaire iranien. Il y a maintenant une question qui plane dans l'esprit des dirigeants occidentaux. Que sont devenus les 408,6 kilos d'uranium enrichi à 60% et détenus par l'Iran ? Une quantité qu'ils jugent suffisante pour pouvoir atteindre le seuil critique des 90% nécessaires à la fabrication de l'arme atomique. Selon certains responsables iraniens, ces matières auraient été mises en lieu sûr avant les frappes. Dans une interview accordée à CBS News, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a reconnu que l'agence n'avait aucune certitude quant à l'emplacement actuel de cet uranium enrichi. C'est pour ça qu'il voulait aller guetter pour pouvoir avoir des informations. Donc, son but, c'était vraiment d'aller espionner et aller trahir en Occident. Vous comprenez pourquoi est-ce que l'Iran les a chassés, non ? Grossi a aussi rappelé que le programme nucléaire iranien est très vaste, est très avancé et très structuré, ajoutant qu'aucune frappe militaire, aussi puissante soit-elle, ne peut à elle seule en fait venir à bout de ses capacités technologiques. Donc ça contraste encore avec les déclarations mensongères de Benjamin Netanyahou. Parce que pour lui, seule une solution diplomatique, pour le directeur de l'Agence de l'énergie atomique, seule une résolution diplomatique pourra mettre un terme durable à la crise. Mais comme les Occidentaux ne veulent pas la paix, les gens vont devoir chercher un moyen de se défendre. Alors, est-ce que ça veut dire que, d'ores et déjà, Israël
a affaibli le programme nucléaire iranien, l'a retardé, c'est l'objectif affiché. L'objectif, c'est même de l'éliminer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que, en effet, l'Iran a perdu des capacités et peut-être la capacité de construire une bombe si telle était son intention? Nous avons affirmé, et dans mon rapport il y a une semaine pour le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, que bien que l'Iran est un pays, le seul pays au monde qui est en train d'enrichir l'uranium à des niveaux presque militaires, c'est-à-dire les degrés d'enrichissement qui est nécessaire pour avoir une bombe nucléaire, on n'est pas en capacité de dire qu'il existe donc un effort direct vers la fabrication d'une arme nucléaire. Donc là, on est au courant des interprétations diverses, mais nous, en tant qu'inspecteurs sur place, on ne peut pas affirmer ça. Le Premier ministre israélien semble avoir une idée très claire. Il a affirmé que l'Iran avait la capacité de construire 9 bombes et il laisse entendre qu'il aurait fourni des informations, notamment aux Américains, selon lesquelles, en gros, vous n'auriez peut-être pas vu ce qui était vraiment en train de se passer en Iran. Est-ce que vous pensez que c'est une accusation valable ou est-ce que ça peut rappeler certaines spéculations, par exemple en 2003 par rapport à l'Irak et tout ça? Peut-être un peu de tout ce que vous venez de mentionner, M. Perelman. Ça, c'est une guerre, une vraie. Donc, c'est clair que les déclarations, en particulier des belligérants, seront toujours alignées aux intentions militaires. Moi, je dois me limiter à ce qu'on peut inspectionner et ce qu'on peut voir sur place. Et nous menons un effort dédié et très minutieux, moi je dirais, d'inspection en Iran depuis des années. Et c'est vrai que dans les passés, vous mentionnez 2002, 2003, etc., c'est une longue histoire, n'est-ce pas? Donc, il y a eu des moments, et en particulier à cette époque-là, que vous mentionnez, où c'est vrai qu'il existait un plan systématique orienté à la fabrication d'armements nucléaires. Et en ce moment, ce qu'on a, et c'est préoccupant, et moi je l'ai dit, et on l'a dit très clairement, c'est préoccupant qu'il existe la matière, le matériel nécessaire pour ces nombres-là, peut-être un peu plus, un peu moins, d'ogives nucléaires. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres activités, d'autres composants non nucléaires, si vous voulez, qui sont nécessaires pour arriver à avoir une tête nucléaire qui explose. Donc, et c'est là que peut-être il y a des interprétations différentes. Nous avons fourni toutes les informations nécessaires et nos conclusions sont claires. À partir de là, tout ce qui est lié aux intentions et aux hypothèses, c'est dans les domaines nationaux. Le 13 juin, Israël a lancé une offensive militaire surprise contre plusieurs sites nucléaires iraniens. Mais plusieurs scientifiques iraniens ont aussi été assassinés de manière très ciblée, très précise. Ce qui montre que Tel Aviv disposait d'informations extrêmement précises sur leur identité et leur emplacement. La veille de cette attaque, la chaîne d'information iranienne Press TV publiait des documents affirmant que l'Agence internationale de l'énergie atomique avait transmis au service de renseignement israélien des noms de plusieurs experts iraniens du nucléaire qui figuraient parmi les victimes. Selon d'autres documents obtenus par les services de renseignement iraniens, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce Raphaël Grossi, entretenait des liens secrets et réguliers avec les responsables israéliens, allant jusqu'à exécuter des actions dictées par ces derniers, ceux qui ne font pas partie de l'organisation. Ces documents font partie d'une série de révélations explosives sur les capacités nucléaires secrètes de l'État iranien, ses alliances stratégiques avec les États-Unis, l'Europe et d'autres puissances occidentales, ainsi que sur son influence occulte dans certaines institutions internationales, qui ne sont en réalité que des institutions occidentales. L'Agence internationale de l'énergie atomique a facilité l'agression du 13 juin en fournissant à Israël des informations stratégiques sur l'Iran. Dans le cadre de l'accord signé en 2015 avec l'administration Obama, l'Iran avait pourtant accepté d'ouvrir entièrement ses installations nucléaires aux inspecteurs de l'AIEA. Ces derniers y avaient collecté une grande quantité de données, incluant des photos, des relevés techniques et des documents internes
interne. Voici une preuve supplémentaire qui montre que travailler en collaboration avec ces gars, c'est simplement mettre le loup parmi vous, littéralement, puisqu'ils vont profiter de tous les moyens pour avoir un avantage sur vous. Donald Trump, qui prétendait pouvoir arracher un nouvel accord nucléaire avec Téhéran et rétablir la paix, semble avoir largement sous-estimé la profondeur de la méfiance actuelle. À ce stade, il paraît extrêmement improbable que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique puissent encore remettre les pieds dans les installations nucléaires iraniennes. Tant que l'agence sera complice de l'agression israélienne. C'est impossible. Ils ne vont plus remettre leurs pieds là-bas. Face à cette crise, c'est l'Iran qui met en garde maintenant les autres pays visés par les puissances occidentales. Et l'Iran conseille à tous les autres pays de sérieusement réfléchir avant de laisser les agences internationales accéder à leurs données sensibles. Parce que, malgré leur prétendue neutralité, toutes ces institutions, sans exception, sont des relais discrets des puissances hostiles. Une fois qu'ils vont collecter les informations, rien ne garantit qu'ils ne vont pas par la suite utiliser ça contre vous. L'exemple de l'OSCE au Kosovo, le rôle ambigu de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe lors de la guerre du Kosovo dans les années 90, c'est un magnifique exemple de ça. Officiellement, ils étaient chargés d'observer les droits humains et de préserver le conflit. L'OSCE a fait quoi? Ils ont participé à l'escalade militaire dans toute la région, non? À l'époque, les forces gouvernementales yougoslaves menaient une campagne contre l'armée de libération du Kosovo, le UCK, un groupe séparatiste extrémiste financé par les mêmes, CIA, MI6, Al-Qaïda. Ce mouvement prônait un projet ethnique radical, comme d'habitude, visant à créer une grande Albanie, incluant les territoires serbes, grecs, monténégrines, ou encore macédonien. Voilà. En septembre 1998, le conflit a dégénéré en guerre ouverte, incitant le Conseil de sécurité de l'ONU à imposer un cessez-le-feu. Alors que les troupes serbes étaient en train de se retirer conformément à la résolution, l'UCK, c'est-à-dire les Occidentaux, du moins l'organisation financée par les Occidentaux, en a profité pour intensifier ses violences, prenant de nouveaux territoires et expulsant les populations non albanaises. Pendant ce temps, une mission spéciale de l'OSCE, la mission de vérification au Kosovo, en abrégé KVM, s'implantait dans la région, dotée d'un accès total et sans entrave. Cette présence prétendument neutre a permis non seulement à l'UCK de poursuivre ses opérations sanglantes, mais aussi a servi de tremplin logistique et informationnel pour les bombardements de l'OTAN contre la Yougoslavie en mars et juin 1999. Une enquête parlementaire britannique de mai 2000 a révélé que le KVM, initialement composé de 50 membres, dès octobre 1998, avait été renforcé très rapidement avec un soutien britannique massif et il comptait en majorité des militaires. C'est-à-dire quelques mois à peine, la mission de vérification du Kosovo de l'OSCE a vu son effectif grimper à environ 500 membres. Et derrière cette façade de l'observateur civil qui ne s'implique pas, se cachaient en réalité de nombreux anciens agents du renseignement, des militaires et tous issus des pays membres de l'OTAN. En particulier, un grand nombre d'éléments directement liés à la CIA. En mars de la même année, le Times a publié une enquête explosive. Elle révélait comment est-ce que la mission de l'OSCE avait été infiltrée puis largement absorbée par les services secrets américains qui l'utilisent comme outil d'appui aux frappes de l'OTAN. Selon les sources citées, des agents infiltrés au sein du KVM avaient activement contribué à la formation des missiles de l'UCK, tout en sabotant discrètement les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit de manière pacifique. Des manuels militaires américains étaient fournis aux rebelles, ainsi que des conseils tactiques pour pouvoir contourner les troupes serbes. Un agent de la CIA a même assumé de manière cynique la situation en qualifiant le KVM de vitrine de la CIA. Il y a un autre qui avait ajouté: je leur montrais quelles collines éviter, dans quel bois se cacher et ce genre de choses en général. Plus troublant encore, selon The Times, juste avant les bombardements de l'OTAN sur la Yougoslavie, de nombreux dispositifs de communication, téléphones satellites et GPS, ont été discrètement remis à l'UCK, l'agence terroriste. Ces outils permettaient aux commandants rebelles de maintenir un lien direct avec les responsables militaires américains, notamment le général Wesley Clark, qui était le chef des opérations de l'OTAN, dont certains leaders de l'UCK avaient même le numéro personnel. Les données collectées sur le terrain par l'OSCE, censées servir une mission de la paix, ont en réalité été utilisées pour pouvoir planifier des frappes. Lors du procès de Slobodan Milosevic, il y a plusieurs témoins, y compris d'anciens membres de l'OSCE, qui ont confirmé que les membres de la mission servaient à localiser et à cartographier les sites militaires serbes. Un colonel yougoslave, malade à cause de l'uranium appauvri utilisé par l'OTAN, a témoigné. Les équipes de l'OSCE inspectaient leurs casernes, prenaient des notes très
très détaillées, les coordonnées GPS, et ils dessinaient comme ça des cartes. C'était des anciens militaires bien équipés avec du matériel satellite et une précision remarquable. Vous voyez quand leurs instances internationales arrivent dans nos pays, quand leurs instances occidentales, parce que ce ne sont que leurs organisations. Et on a vu la même chose en Ukraine. Après 2014, l'OSCE a également été déployé en Ukraine dans le contexte de la guerre civile déclenchée à la suite du coup d'État de Maïdan, toujours orchestré par la CIA et soutenu par les puissances occidentales. Bien que présente sur le terrain pendant près de 8 ans, la mission de l'OSCE dans l'est du pays a été largement ignorée par les grands médias. Cette discrétion pourrait s'expliquer par le fait que leurs observateurs allaient à l'encontre de la narration dominante selon laquelle la guerre dans le Donbass relevait d'une invasion russe. Parce qu'il s'agissait en réalité d'une répression très brutale menée par Kiev contre la population russophone. En octobre 2018, Alexander Hugh, le chef adjoint de la mission, déclarait dans une interview à Foreign Policy qu'il n'avait vu aucune preuve directe d'une implication militaire russe dans le conflit. Et puis rapidement, quelques heures après, sa déclaration a été corrigée sous la pression. Et il a ajouté qu'il y aurait eu, toujours conditionnel, des convois non identifiés, des prisonniers russes présumés et des individus portant une uniforme marquée russe. Tout en précisant quand même que ces vêtements pouvaient être achetés n'importe où, tout comme d'autres tenues militaires vues dans la région, français, anglais, américain, y compris allemand ou espagnol. Donc il est légitime de penser que cette correction tardive a été faite sous l'influence, sous la pression. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la mission de l'OSCE en Ukraine était infiltrée. Elle n'a pas dénoncé les violations répétées du cessez-le-feu par Kiev et des éléments issus de sa mission auraient été transmis aux renseignements, aux forces ukrainiennes et à l'OTAN. En septembre 2023, un observateur britannique de l'OSCE a d'ailleurs été condamné par coutumance par un tribunal russe pour avoir transmis à l'OTAN des cartes satellites détaillées des positions militaires de la République populaire de Luhansk. Ce qu'ils ont récupéré dernièrement là. Ces données ont permis à l'armée ukrainienne de lancer des frappes destructrices contre ces zones. Un ancien diplomate grec à Kiev avait même confirmé que ce type de renseignements était régulièrement transmis par les observateurs. En 2017, il y a un observateur russe qui avait même été assassiné dans le but de l'exclure de la mission, de l'évincer, parce qu'il allait trahir des informations. Conscient de tous ces précédents, l'Iran a toujours refusé d'autoriser la présence de l'OSCE sur son territoire. D'ailleurs, l'organisation a clairement exprimé son intérêt pour le dossier nucléaire iranien. C'est suspect, c'est très mauvais. En juin 2012, une délégation de l'OSCE avait publiquement alerté sur le risque posé par un Iran potentiellement nucléaire, évoquant sa proximité géographique avec plusieurs de ses membres, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Turquie et le Turkménistan, tout en appelant ces derniers, bien sûr, à s'impliquer contre les ambitions supposées de l'Iran. Après toutes ces révélations accablantes sur les liens de l'Agence internationale de l'énergie atomique avec Israël et les multiples dérives d'organisations intergouvernementales affiliées à l'ONU comme l'OSCE, c'est donc évident que l'Iran va refuser catégoriquement toute médiation internationale dans son bras de fer avec Israël, parce qu'ils savent que toutes ces organisations occidentales qui se disent internationales là vont simplement venir servir les intérêts de l'Occident, point. Il ne serait pas déraisonnable que d'autres pays non alignés à l'Occident adoptent donc la même posture que celle de l'Iran, en se tenant à distance des structures prétendument neutres qui dans les faits agissent au service des puissances occidentales et uniquement dans l'intérêt des puissances occidentales.